Allez, écoutez, c'est parti. Donc, bonjour à tous et donc merci d'être avec nous pour cet atelier de travail qui va être consacré aujourd'hui à la performance du bloc, donc en particulier aux questions d'indicateurs de performance du bloc opératoire, l'IA, et donc tout ce qui est relatif à la prise de décision. Donc moi, c'est Charles Chauvin. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis le directeur commercial de Datamento. Donc moi, j'ai à mon actif des centaines d'entretiens avec des blocs opératoires. Et donc, à l'issue de tous ces entretiens, j'ai pu faire le constat que malheureusement, finalement, il y avait assez peu d'établissements qui arrivaient à améliorer l'organisation du plateau technique du bloc opératoire malgré une production d'indicateurs. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nathan. Bonjour à tous. Je m'appelle Nathan Toussaint. Je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur et j'interviens chez Datamento dans le cadre d'un projet de fin d'études qui se nomme la conception d'un copilote d'intelligence artificielle expert du bloc opératoire. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que fait ce copilote, quel est le projet, dans quel objectif il s'inscrit un peu plus tard dans la présentation. Pour que je te laisse la main, Charlie. Tu penseras bien à te rapprocher du micro, parce qu'on a pris un seul micro pour deux. Donc avant de commencer, on va juste vérifier que tout fonctionne. Tu peux juste aller sur la plateforme pour vérifier en fait, au cas où. Si jamais il y a un souci d'image ou de son, en fait, faites-nous le savoir avec l'onglet. Donc on va commencer. L'atelier est enregistré, donc on vous partagera automatiquement à l'issue de la session le replay. Et donc je vous invite à être actif si besoin avec l'onglet questions-réponses et conversations. Vous pourrez interagir avec nous, aussi bien pour nous partager votre expérience de ce que vous avez pu mettre en place, aussi bien sur les indicateurs que l'IA dans votre établissement, ou pour nous poser des questions concernant en fait les différentes étapes qu'on va traiter ensemble. Donc, on va commencer avec tout simplement le sous-titre que j'avais mis pour cette session. Donc, voilà, j'expliquais. Donc, l'IA ne transforme pas des données médiocres en décisions intelligentes. Elle transforme des données médiocres en mauvaises décisions, et tout cela beaucoup plus rapidement. Voilà, on va parler d'un plan, si on peut dire que c'est un plan. On va évoquer en fait trois points principaux. Durant ces 3 points, dans ces 3 points, il y aura des sous-parties. On verra dans un premier temps donc la correction de données avec un système expert, et j'expliquerai ce qu'il y a derrière la notion de système expert. On parlera d'un bot qu'on a mis en place dans notre solution de BI, donc d'informatique décisionnelle, avec un intérêt d'étudier la maîtrise méthodologique des indicateurs et aussi le travail de configuration et de mise en forme des indicateurs, rapports et tableaux de bord. Et puis on finira avec la partie certainement en fait qui vous intéresse le plus, j'imagine, et qui est à mon sens pas forcément la partie la plus essentielle, mais celle en fait pour laquelle certains d'entre vous se sont inscrits, à savoir en fait notre robot, enfin un robot qui permet d'analyser, de diffuser l'information et de générer du data storytelling. J'en profite tout de même pour présenter Datamento en 2 mots pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas encore. Datamento, c'est une entreprise grenobloise qui a été créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, une douzaine d'années désormais, je dirais. Et donc, on a développé une solution de business intelligence qui s'appelle donc Performance Block. Donc, on est éditeur et on construit des logiciels pour aider à l'analyse et au pilotage des plateaux techniques. Donc, on équipe aujourd'hui 150 établissements en France. On est l'attributaire des benchmarks pour 6 ARS différentes qui nous demandent de faire des analyses sur la performance en santé, que ce soit sur l'ambulatoire, le bloc opératoire, l'hôpital de jour, des consultations, enfin voilà, on a différents segments sur lesquels on est sollicité. Et donc, dans le cadre de ces benchmarks, on fournit l'outil et d'autres partenaires s'occupent des gestions de projets éventuels et donc des restitutions, de la création de fiches, etc. En 2 mots, on a créé une solution pour vous aider à produire des indicateurs qui sont justes. Donc, je m'arrête sur ce terme d'indicateur juste parce que voilà, c'est un petit peu le débat que j'ai au quotidien et durant tous mes webinaires sur cette question en fait, d'exactitude des données. Aujourd'hui, j'ai la conviction que la plupart des établissements produisent des données, certes, mais voilà, on en parlera par la suite, souvent erronées. Après, ce n'est pas le sujet du jour. J'ai déjà fait des webinaires purement dans ce sens-là. Un rapide constat avec une slide un peu costaud, beaucoup trop de texte, mais peu importe. Aujourd'hui, voilà, comme je vous disais, tous les établissements ont de la donnée de bloc et c'est vraiment plus un sujet. On a des logiciels de bloc qui existent, et on a des extractions qui existent, on a des tableaux Excel qui existent, des rapports qui existent, même certains ont des solutions de BI qu'ils utilisent. Et donc,
tous les établissements savent aussi que, en tout cas théoriquement, ils savent produire des indicateurs, donc les taux d'occupation, les taux d'occupation de vacation, les débordements, les démarrages, etc. Et a priori, il y a un consensus sur le fait que c'est essentiel d'avoir ces indicateurs, ces chiffres, ces datas pour piloter un bloc opératoire afin d'avoir des éléments objectifs. Et en fait, on peut pas, en tout cas, on peut plus uniquement piloter et décider sur la base du doigt mouillé, du ressenti, comme on l'a fait durant trop d'années. Donc finalement, ou sur la base d'une réunion, d'un conseil de bloc qui serait un peu tendu, ou d'un chirurgien qui parle plus fort que les autres pour dire c'est ça qu'il faut faire ou autre chose. Et pourtant, malgré tout ça, malgré toutes ces données, on se rend compte qu'on rencontre encore beaucoup de difficultés majeures. Les établissements ont une forte pression financière, une forte pression RH. Ils n'arrivent pas à retenir les équipes paramédicales dans un bloc opératoire qui auparavant était très attractif et faisait rêver. On a de façon récurrente, on le voit dans les benchmarks, des retards, des débordements, des vacations mal utilisées, des désorganisations. Voilà, je ne sais pas si c'est de pire en pire, mais en tout cas, c'est de plus en plus complexe, d'autant plus de pouvoir réaliser une activité avec de moins en moins d'équipes. Et en bout de chaîne, tout ça, finalement, ça affecte considérablement la gouvernance. Et finalement, ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir prendre des décisions. Donc, nous, on a cette conviction qu'il faut des données justes en prérequis pour pouvoir engager une démarche d'amélioration collective. Parce que finalement, si on part d'un diagnostic qui n'est pas accepté, ça va être difficile de faire accepter également une décision. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est à peu près normal parce que la décision, on n'a aucune garantie qu'elle soit justifiée ou pas. Donc, ça sera exactement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui à travers l'IA, voir en fait ce que l'IA peut nous apporter, mais qui s'avère éventuellement donc dangereux. Donc, est-ce que l'IA peut nous sauver par rapport, en tout cas face à ce chaos organisationnel, face au manque d'acteurs impliqués et implicables? Eh ben, oui, on peut imaginer que l'IA peut devenir une solution pour retrouver un peu d'élan et surtout pour dynamiser la prise de décision. Mais en fait, ça sera un soutien. J'ai marqué si et seulement si. Il y a quand même quelques prérequis, parce que l'IA, théoriquement, peut aller jusqu'à proposer des préconisations. Mais en définitive, si personne ne les met en place, ce sera juste encore une fois simplement des données, simplement des réunions, simplement en fait de faux espoirs pour pas grand-chose. Donc pour arriver à changer les choses, je vous l'ai exprimé à l'instant, il y a un premier prérequis, c'est en fait croire en la véracité des chiffres présentés. Si jamais il y a une défiance sur les chiffres, derrière, ça va être très compliqué de pouvoir mobiliser les acteurs sur une démarche d'amélioration du bloc opératoire. Et donc nous, c'est la garantie qu'on vous promet, c'est d'avoir des indicateurs qui sont justes. 4 slides pour expliquer un petit peu ce qui se passe avec IA, sans IA, avec espoir, sans espoir, avec de la donnée brute pas suffisamment excellente à mon sens. Donc en fait, là, le message, il est simple. Un tableau de bord, un dashboard, ça ne va pas être capable de nettoyer vos données. Si je mets une mauvaise donnée dans un tableau de bord, j'aurai en fait pas une donnée fiable, tout bêtement. Je vais obtenir une mauvaise donnée qui sera mieux présentée avec des jolies couleurs sur un tableau de bord. Et finalement, c'est presque plus dangereux parce qu'un graphique propre, ça donne une impression de vérité alors que ce n'est pas forcément le cas. Cette fois-ci, je prends de la donnée brute qui n'est pas satisfaisante encore et je la pousse dans un modèle d'IA. Et donc là, on remplace le tableau de bord par de l'IA. Et là, on pourrait se dire, youpi, cette fois-ci, ça va marcher parce que l'IA, elle va analyser, elle va reformuler, elle va synthétiser, elle va proposer des pistes. Sauf qu'encore une fois, le point de départ, en fait, il n'a pas changé. Les données sont mauvaises, les données ne sont pas fiables, ne sont pas révélatrices d'un réel fonctionnement du bloc opératoire. Et donc, si la donnée est mauvaise, il n'y a pas de surprise, l'IA ne va pas en fait la rendre vraie, tout simplement. Elle va produire une réponse qui sera, en tout cas, qui paraîtra plus intelligente en apparence, plus convaincante. Parfois, ça sera même très bien formulé, parce que ça sait faire les choses très bien et de façon plus rapide que nous, mais construite en fait sur une base qui serait fausse. On va aller encore un peu plus loin, cette fois-ci avec de l'IA générative. Et alors là, en fait, le problème de la donnée en fait fausse, erronée, non satisfaisante, ça devient un problème qui va être très séduisant en fait en bout de chaîne, parce que l'IA générative, elle va produire quelque chose de propre, de fluide, de convaincant. Ça va écrire une synthèse, ça va proposer des causes, ça va même formuler des recommandations, peut-être même générer des mails plus ou moins automatiques avec des agents ou un plan d'action. Mais si la donnée est fausse, encore une fois, le fond, ça va rester de la même manière faux. Et finalement, toutes les précaux, tous les plans d'action qui ont été établis, seront lettres mortes parce que finalement, ça ne sera absolument pas applicable parce qu'il y aura tous les cas particuliers du bloc opératoire qui n'auront pas été pris en considération avec en fait des diagnostics qui seront erronés. Donc, en synthèse, bonne nouvelle, il y a nous. Donc là, on va vous montrer en fait comment est-ce qu'on fait assez rapidement parce que ce n'est pas l'objet principal de ce webinaire-là. On va être capable, nous,
de partir de données qui vont être fiabilisées. Donc là, on n'aura plus des données brutes qui vont être habillées avec un joli tableau de bord ou avec de l'IA. Les données sont fiabilisées, elles sont contrôlées, elles sont gouvernées avec en fait une méthode très métier, comme je vous le disais, en prenant en considération les particularités du bloc opératoire. Et là, tout d'un coup, l'outil devient réellement utile. Qu'il y ait IA ou pas IA, uniquement BI, qui est gouvernance, en fait, voilà, toutes les modalités sont bonnes dès lors en fait qu'on s'approprie ce territoire et ce champ de travail. Et donc là, on vous montrera par la suite comment est-ce que sur la base de nos données propres, avec ou sans IA, on pourrait finalement piloter le bloc opératoire. Voilà, j'étais très fier de mes emojis caca, donc je vous ai fait une synthèse globale de ces différents slides. Voilà, vous pouvez imprimer, afficher en fait dans vos bureaux. Voilà, c'est peut-être un petit peu carabin, mais disons que voilà, c'est quoi qu'il en soit, ça résume finalement assez simplement et de façon assez différente ce qui se passe en fait avec des données brutes qui ne sont pas suffisamment satisfaisantes. Alors nous, on fait quoi? Donc en fait, on va aller directement dans Performance Block. Je vérifie juste en parallèle s'il y a des questions. Hop, a priori, il n'y en a pas encore. Et donc là, je vais aller sur Performance Block et vous montrer en fait ce qui se passe concernant la première partie qui consiste à collecter les données. Donc je me connecte avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Voilà, j'arrive sur un tableau de bord. Je vais juste aller sur une période où il y a des données pour la plateforme de démonstration. On est sur 2015. Hop, excusez-moi, j'aurais pu le faire ça en amont, mais peu importe. Et donc, la première chose qu'on va faire, en fait, c'est de se connecter aux sources de données. Donc, je vais dans Administration. Donc là, je vous montre manuellement ce qu'on fait, mais il faut bien comprendre que finalement, on a automatisé tout ça dans le cadre en fait, des imports en fait, des données. Donc là, je vais demander à récupérer le mois de mai 2025. Je vais créer un jeu de données que je vais appeler Webinar IA2. Hop. Et donc là, ici, je note bien qu'on a une connexion directe. Donc, je fais cette connexion directe à la main, mais en fait, elle est automatisée. Donc, la première chose, en fait, qu'on va faire, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est en fait, on va collecter correctement la donnée. Donc là, on voit que je suis en train de collecter, de récupérer 24 lignes, 24 interventions différentes. Et donc là, c'est le rôle de l'outil qu'on a mis en place, qu'on a créé, qui s'appelle DMPBI. DMPBI, c'est notre brique de pré-traitement. Son rôle consiste à récupérer des sources qui, au départ, en fait, ne parlent pas forcément le même langage. On a un logiciel de bloc, on a des données d'SSI, on a du PMSI, des plannings prévisionnels, des annulations, des ajouts de vacations. Voilà. Donc, en fait, on a des sources multiples et DMPBI va rassembler tout ça pour faire en sorte que ces fichiers qui, dans la vraie vie, ne sont jamais vraiment parfaitement propres, on puisse les agencer selon un format en fait, qui nous intéresse, en enlevant des doublons, en nommant des colonnes, en rassemblant en fait différentes lignes en une seule ligne qui correspondrait en fait à un ID patient par exemple. Enfin, tout un travail de mise en forme et de formatage de la donnée pour qu'elle soit exploitable derrière. Donc en fait, dans la vraie vie, vous avez plusieurs logiciels avec des colonnes qui ne portent pas toujours le même nom, des formats qui changent, des informations qui sont parfois réparties dans plusieurs fichiers. Nous, en fait, on a un premier pré-traitement pour en fait finalement donc agréger toutes ces données et les harmoniser en fait au format qu'il faut. Donc une fois qu'on a fait ça, on va arriver sur une page de contrôle des données. Et donc là, petite attention particulière, parce que ce que je vais vous montrer maintenant, certains pourraient appeler ça de l'IA, ou même, pour faire un peu plus chic, de l'IA symbolique propriétaire. J'étais à Santexpo il y a quelques semaines, et en fait, on a vu pas mal d'éditeurs qui proposaient des plannings, en fait, en parlant d'IA. Voilà, bien souvent, c'est pas vraiment le cas. C'est en fait de l'algorithmie, des règles, des calculs qui sont poussés en fait derrière la plateforme. Et donc, je vous expliquerai pourquoi en fait c'est plus intéressant pour nous de travailler avec de l'algorithmie plutôt qu'avec de l'IA. Voilà. Donc, on a cette sortie où en fait on voit qu'on a des champs qui sont manquants, donc de l'exhaustivité. J'ai un système expert qui, basé sur différents calculs et différentes règles de calcul plus de l'antériorité, me permet en fait de pronostiquer que l'heure de sortie pour cette intervention est 10h15. De la même manière ici, il manque en fait un opérateur. Si le docteur Calmin, je valide, j'enregistre sa modification. Ça met en évidence les problèmes de chronologie. Les problèmes de chronologie, c'est disponible en fait dans une source informatique, auquel cas on va pouvoir plus ou moins automatiser l'heure qui est erronée. Si jamais en fait on n'a pas de source informatique, IA ou pas IA, algorithmie ou pas algorithmie, il y a des retraitements qui sont nécessairement faits à la main. Et donc là, pour le coup, l'information de l'heure de fermeture qui est erronée dans le cadre en fait de cette chronologie, elle est disponible sur une feuille d'écologie et uniquement sur une feuille d'écologie. Donc le cadre, par exemple, note que l'heure de fermeture était 10h54. Enfin, on a des problèmes de chevauchement. Donc là, pareil, je vais assez vite parce que j'ai fait un webinar complet là-dessus, en fait, d'1 heure sur l'association des interventions et la correction des données. Donc là, j'ai une intervention qui finit à 16h04, une qui commence à 16h. Quelle a été l'erreur? Est-ce que c'est les top
opératoires qui ont été inversés ou est-ce que c'est le numéro de salle qui a été erroné. Donc, en fait, on pourrait plus ou moins automatiser ça ou conserver en fait un contrôle manuel. Nous, on privilégie de conserver un contrôle manuel pour être certain en fait d'avoir l'intelligence réelle et en fait finalement la duplication de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc là, l'erreur, c'était la salle. Voilà. On fait ces manipulations. Donc, en fait, on peut faire le choix de plus ou moins automatiser toutes ces informations-là. Une fois qu'on a fait ça, on a fait une seule première partie des corrections de données. Et donc, derrière, je vais récupérer les plannings pairs et impairs. De la même manière, ils sont poussés dans la plateforme. Et en fait, je vais les appliquer, donc planning de régulation ou planning en fait institutionnel. Ça mouline et ça charge. Et donc là, j'arrive sur, à nouveau, un autre système expert. On va aller assez vite dessus, parce qu'on a, c'est 14h15, on a beaucoup de choses à voir ensemble, mais c'est juste que, voilà, c'est cette partie-là qui va vous garantir des indicateurs qui sont justes. Corriger les exhaustivités chevauchement, je ne dis pas que c'est forcément facile, mais c'est bon, quelqu'un qui a un peu d'attention va être capable de le faire. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur la méthodologie pure, et ce qui nous intéresse, c'est l'usage réel des équipes paramédicales. Je ne veux pas calculer un simple taux d'occupation de salle. Ce qui m'intéresse, c'est un taux d'occupation des vacations. Et pour calculer un taux d'occupation des vacations, il faut que m'intéresse à l'activité du chirurgien ou de la spécialité, certes, mais aussi et surtout de l'équipe paramédicale qui l'a accompagné durant en fait toute cette campagne. Et donc là, si je prends ortho en salle 3, classiquement, un logiciel va calculer qu'il aurait 65% d'occupation parce qu'on voit 1, 2, 3, 4, 5 interventions. Sauf qu'en fait, non, dans la vraie vie, il a commencé plus tôt, le cialytique était en panne, la salle n'était pas prête, j'avais besoin d'une salle plombée, peu importe. Il a fait du ping-pong, il est parti en fait en salle 4 pour fluidifier le parcours de soins. Celle-là aussi est à prendre en considération. Donc, on a un système expert d'algorithmie. Ça pourrait être de l'IA si vous voulez, mais peu importe. L'algorithmie va plus vite que l'IA pour ce type de calcul, qui va permettre en fait de rattacher toutes les interventions à la vacation mère. Là, de la même manière, j'ai un petit point particulier avec de l'urgence. Mon système décrète que c'est la vacation d'urgence qui a pris en main. On garde la main dessus toutefois pour dire que ça peut être édité et associé à une autre vacation. Donc, une fois qu'on a fait ça, je t'invite à te connecter sur ta plateforme. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a des indicateurs qui sont 100% fiables. Et donc là, en fait, on va pouvoir manipuler la plateforme de BI. Donc là, on n'est pas du tout sur un usage IA ou algorithmie. On est en fait sur une consommation d'informations. Et vous verrez que cette consommation d'informations, on va l'utiliser par la suite pour faire des analyses. On a des rapports, des tableaux de bord qu'on va faire à façon ou qu'on va en fait qu'on va utiliser en bibliothèque. Je vous montre très rapidement une solution de BI, à quoi ça correspond, que vous, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste, hop, je veux savoir combien est-ce que j'ai fait d'interventions, je veux savoir combien j'ai fait d'interventions par spécialité, puis par opérateur, et puis je veux savoir combien j'ai fait en fonction d'une notion de mois. Voilà. Je recoupe. Ici, ça va me proposer un tableau croisé dynamique qui me fait rentrer en fait dans les informations. Et en fait, toutes ces choses-là, je vais pouvoir finalement les exporter en PDF ou en tableau ou les rajouter en configuration pour créer des rapports, par exemple. Donc, j'ai des rapports en fait qui sont présents ici. Et donc, c'est ces rapports-là qu'on aura construits ou qui auront été utilisés parce que disponibles en bibliothèque et en fait filtrables selon en fait différents niveaux, spécialité, opérateur, jour de la semaine, salle, mois, peu importe, qu'on poussera par la suite en fait dans de l'IA supplémentaire. Je te laisse la main pour parler. Hop, je vais arrêter de partager mon écran et te laisser partager. Si jamais vous avez des questions en cours de route, encore une fois, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc Nathan va prendre la main pour expliquer en fait donc le bot. Donc aujourd'hui, on a donc un robot, on a de l'IA qui est utilisé dans Performance Block. Partage ton écran et ouvre le bot directement pour montrer en fait d'abord là-dessus. Donc on a un bot pour dialoguer avec lui afin d'avoir une bonne maîtrise donc méthodologique pour savoir en fait ce que veut dire un indicateur, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes compétences concernant en fait la littérature ANAP ou littérature des indicateurs de façon générale. Donc en fait, pour savoir ce que veut dire un indicateur, comment est-ce qu'il est calculé, et donc en fait savoir aussi si j'ai besoin en fait d'analyser telle ou telle chose, qu'est-ce qu'il faut regarder. Donc en fait la machine va permettre de nous répondre à ça. Et en parallèle, on aura aussi donc un assistant pour nous aider à configurer en fait donc les bonnes structures pour comprendre son bloc opératoire avec des indicateurs, des axes et des séries.
Donc, de ce que vient de dire Charlie, en fin de compte, effectivement, quand l'utilisateur arrive sur Performance Block, il a la possibilité d'utiliser un bot qui s'appelle Performance Bot, et en fin de compte, qui permet de faire ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire comprendre la méthodologie et la maîtrise des indicateurs, faire de l'analyse, mais aussi de l'usage de la plateforme. Et en fin de compte, ça va expliquer cette architecture qui est une architecture simple, qui est une architecture simple en fin de compte, où au début, donc à gauche, l'utilisateur va commencer par déterminer si c'est plus une question de l'usage de la plateforme ou une question plus qui relève de la méthodologie des indicateurs ou de l'analyse. Et en fin de compte, derrière, va poser sa question, donc, qui est une requête en langage naturel. Et le Performance Bot, et en fin de compte, à travers une interface qui s'appelle Zoho, va faire un appel à un modèle closed source de chez OpenAI, sur lequel nous avons donné des instructions. Les instructions qu'on donne à une IA, c'est en fin de compte un prompt, qui est un prompt système, où on va lui expliquer ce qu'il doit faire en fonction de ce que le client a posé en question, enfin l'utilisateur. Et en plus de ça, on va lui donner des documents, ça peut être des articles, des exemples, des cas de configuration, etc., qui vont faire le socle de connaissances des indicateurs. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a sur Performance Block, qui va permettre de donner une réponse aux utilisateurs. On va voir les cas dans lesquels ça peut être intéressant, mais aussi les limites par la suite. Voilà. En fin de compte, la limite majeure aujourd'hui de l'IA, dans toutes les architectures, dans tous les bots que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, c'est que l'IA, c'est une technologie qui est non déterministe. Qu'est-ce que ça veut dire, le non-déterminisme? C'est-à-dire que, par exemple, en entrée, je vais pouvoir lui poser exactement la même question et ne pas avoir le même résultat en sortie. Quand je parle de ne pas avoir le même résultat en sortie, c'est plus sur la forme que sur le fond. Parce que, par exemple, si je lui demande de rédiger un mail à ChatGPT ou à Claude, n'importe quelle IA que vous pouvez utiliser, de rédiger un mail concernant je sais pas, la prise de congé d'une personne, bah, le mail dans le fond sera toujours le même. Mais dans la forme, il pourra varier. Parce qu'en fin de compte, la génération de mots, donc la génération de tokens, l'un après l'autre, n'est pas déterministe, contrairement à des algorithmes et donc à des fonctions classiques d'algorithmie. Et ça peut être un problème dans des cas de figure où on a besoin de sorties structurées. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de mon projet de conception de copilote IA. On ne va pas vous le présenter aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose d'autre, mais je vais brièvement vous expliquer l'architecture, une partie de l'architecture. Donc en fin de compte, l'utilisateur a une requête ici, qui est en rouge, requête en langage naturel. Donc c'est la question qu'il pose au bot, qui va être générée par un premier appel, une première IA, qui va être basée à peu près sur le même système que le performance bot actuel, c'est-à-dire il y a un prompt, il y a des règles de la paramétrisation en plus, ça ne rentrera pas dans les détails, et un socle de connaissances, qui va générer une réponse. Et cette réponse, en fin de compte, elle va passer dans une deuxième structure, qui va être une structure où il y a plusieurs intelligences artificielles, ou une seule, ça dépend, qui va vérifier la validité de la question. En fin de compte, d'ailleurs, on peut faire appel à différentes fonctions qui sont déterministes, c'est-à-dire vérifier que le résultat est juste si ça nécessite derrière une configuration. Parce qu'une configuration, derrière, c'est un calcul qui va requêter des tables SQL, donc on peut déterminer si c'est juste ou pas. Mais dans d'autres cas, ça ne va pas être nécessaire. Et donc, ça va reboucler afin, à un moment, après N passages, par exemple, avoir un résultat généré. Donc ici, c'est pour vous comprendre que lorsqu'on utilise l'IA ou dans des architectures, et on veut faire quelque chose de rigoureux et de plus complexe, il faut faire à des moments intervenir des algorithmes déterministes et pas laisser toute la partie IA juste pour dire qu'on fait de l'IA. Et ça va nous amener donc à la présentation de cette petite architecture sur Performance Block. Donc je vais partager tout simplement. Donc là, on va retourner sur Performance Block et donc lui poser quelques questions pour justement en fait travailler cette notion très importante qui est donc la méthodologie. Parce que finalement, ben, tout le monde n'est pas forcément expert ou tout le monde ne travaille pas les indicateurs tous les jours. Donc, il va falloir être capable de se rappeler soit d'une notion, soit en fait d'être assisté à minima d'un socle en fait pour nous guider sur, voilà, tout le monde ne connaît pas forcément le taux d'activité ressource, on ne l'utilise pas tous les jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va mettre en perspective? Donc là, en fait, on va le faire tourner un petit peu. Ouais. Et donc, voilà, comme je vous disais, sur la partie méthodologique, ben, on peut imaginer que voilà, que je suis un chirurgien et en fait, je ne sais pas encore ce que c'est un taux d'occupation. Et en fait, bah là, on lui pose la question, voilà, tout bêtement, c'est quoi le taux d'occupation? Petite faute d'orthographe. Ouais.
en sachant qu'il prend quand même bien en considération les éventuelles fautes d'orthographe qu'on va faire. Donc là, bah, la solution en fait mouline un petit peu. Donc c'est ce qu'on vous racontait tout à l'heure. Dès lors qu'on fait marcher l'IA, il y a un temps de réponse qui va être plus ou moins long. Quand on est sur l'algorithme pur, voilà, on a une réponse qui arrive directement. Donc là, en fait, ça nécessite de chercher un petit peu l'information. Donc là, ça va chercher un peu plus longtemps que tout à l'heure. Forcément, on est en démonstration, donc on se retrouve avec un petit temps de latence qui n'était pas prévu. Voilà. Et donc voilà, on arrive sur une réponse qui est tout à fait valable. Donc c'est un indicateur qui mesure l'utilisation des ressources, très bien. Ça définit le ratio. Et donc là, voilà, il nous distingue le taux d'occupation des salles, TMD offert, TMD utilisé. Et donc, il nous parle également de taux d'occupation des vacations. Donc là, pour le coup, en fait, voilà, moi qui manipule tous les jours les indicateurs, pour le coup, c'est exactement la réponse que j'attends, parce que la question, c'était qu'est-ce qu'un taux d'occupation? Un taux d'occupation, en fait, ça va peut être de salle ou de vacations. Et donc là, ça me donne des définitions. Donc là, j'arrive, en fait, alors peut-être que certains nécessiteraient un discours en langage profane, dirons-nous. Voilà, moi, je suis satisfait de cette réponse-là. Et donc, il finit par ces indicateurs sont essentiels pour évaluer l'efficacité et l'utilisation des ressources dans un établissement de santé. Ben, on n'a qu'à rebondir en fait sur justement cette notion de ressources. Et puis en fait, on va lui demander donc, et si je veux comprendre en fait la contrainte RH. Donc là, pareil, il va repartir sur une base de connaissances. Donc en fait, c'est vraiment le socle, c'est lui donner à manger ce qu'il fallait. Tout comme tout à l'heure, je vous expliquais qu'il faut donner des indicateurs qui sont fiables et acceptés. Bah là, en fait, il faut lui donner aussi une base documentaire, une base de connaissances en fait, qui soit éprouvée et en fait lui apprendre aussi à consommer l'information. Donc là, bah, il m'explique la contrainte RH, OK. Et donc, il me propose un premier indicateur pour aller voir là-dedans, qui est le taux d'occupation des vacations. Donc là, je suis d'accord. Est-ce que j'utilise correctement dans ma borne 8h, 18h, donc les RH qui sont mises à ma disposition? Très bien. Il me parle de temps improductif. Donc, les temps improductifs, c'est ceux qui vont pouvoir calculer en fait un bon ou un mauvais taux d'occupation des vacations. Donc, je suis d'accord. Et donc, en 3, il me propose le taux d'activité ressources. Et donc, je suis ravi qu'il me parle de cet indicateur-là, qui est un indicateur capacitaire pour savoir en fait si j'ai sur ou sous-utiliser mes équipes paramédicales. Donc, en fait, il explique typiquement, Dans taux d'activité ressources. voilà, donc c'est l'adéquation entre activités réalisées et les ressources humaines disponibles. Très bien. Et donc, il finit avec vacation vide. Donc, parfait. Donc là, c'est un problème plus de comportement et de communication qu'un problème en fait d'organisation pure, mais c'est un chirurgien qui n'a pas annoncé en fait en temps et en heure qu'il serait absent. Et donc, effectivement, j'ai des RH, mais j'ai des RH en fait qui vont être présentes sans activité. Donc voilà. Donc là, il finit essentiel pour assurer une utilisation optimale. Ok, je suis d'accord. Donc là, en fait, on est sur des indicateurs clés qui me permettront en fait de rentrer en fait dans le forage de l'application par la suite. Donc là, en fait, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est justement pouvoir construire un petit peu de la matière. Et donc, en fait, on va s'appuyer dessus. En fait, on va s'appuyer sur le bot, sur l'IA, pour en fait pouvoir concevoir les bonnes vues, les bonnes mises en forme, la conception des configurations. Et donc là, on va rester sur cet exemple-là, et puis tout simplement rebondir dessus et lui demander en fait comment construire cette configuration. L'idée, c'est d'avoir l'IA pour soutien en fait à la manipulation. On verra par la suite qu'on peut encore avoir un usage différent avec un autre outil qu'on n'a pas mis en production dans Performance Block, avec un robot en parallèle. Mais là, l'idée, en fait, c'est de nous, pour l'instant, on ne souhaite pas totalement déposséder les acteurs du bloc opératoire de la manipulation, parce qu'en fait, c'est en étant les mains dedans qu'on a finalement peut-être une meilleure appropriation donc de la bonne activité ou de la mauvaise activité, et en fait du projet d'amélioration continue du bloc opératoire. Donc là, il nous explique, OK, donc il nous donne des familles d'indicateurs. OK. Donc, les indicateurs à recouper, on va glisser ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est taux d'occupation des vacations, je suis d'accord. Temps productif, je suis d'accord. Taux d'activité ressources, je suis d'accord. On aurait pu prendre que taux d'occupation et taux d'activité ressources et par la suite reboucler sur temps productif, mais sa réponse en fait est bonne. Il nous propose une évolution par mois. Donc voilà, effectivement, c'est comme ça qu'on regarde aujourd'hui. On aurait pu le voir par semaine, mais en fait, il nous met en évidence qu'il y a une notion de granularité en fait temporelle à avoir. Des séries pour en fait créer des lignes supplémentaires. Donc les axes, ça va être des colonnes. Les séries, ça va être des lignes de croisement pour créer du tableau croisé dynamique. Et donc finalement, par spécialité, il nous invite à mettre un filtre. Donc ça, c'est pas inintéressant et c'est
pas quelque chose qu'on fait spontanément tout de suite, mais filtrer, en fait, peut-être que je vais me baser que sur l'activité ambulatoire, que sur le viscéral, que sur le bloc 1, que sur, en fait, l'endoscopie, enfin voilà, donc filtrer pour se concentrer, comme il raconte, sur un type spécifique de vacation, très bien, et donc une période. Donc, il étale l'étape pour la construction, ok, très bien. Et donc, il nous présente derrière donc, différents exemples de mise en forme en DataVis qu'on pourra avoir. Ok, donc moi je suis content, ça fait le travail. Et donc là, si ça, sur cette base-là, en fait, on pousse un peu le bouchon. Et donc, en fait, on le laisse imaginer que voilà, qu'on a fait la configuration. On se retrouve face à la configuration qu'il nous a proposée. Et puis, en fait, on lui demande tout simplement en fait, quelles peuvent être les causes de mes retards au démarrage. Donc là, on va rentrer sur l'interprétation et l'analyse. Et en fait, ce bot-là n'est pas conçu pour ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être capable de répondre ou pas? Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Alors, il réfléchit quand même parce que une IA, c'est têtu et ça cherche toujours à apporter une réponse. Et donc, il va pas nous dire, elle va pas nous dire, ce n'est pas mon travail, je ne sais pas faire, quoi qu'on aurait pu configurer comme ça, vous me direz. Et en fait, voilà, l'objectif, c'est quand même d'avoir un minimum d'informations. Et donc là, bah, il reste sur son objet, son rôle, à savoir un soutien à la conception. Donc, en fait, il nous redonne les définitions qui vont être nécessaires pour comprendre en fait les démarrages tardifs, les vacations non travaillées, très bien. Donc il est même un peu trop exhaustif. Là pour le coup, en fait, c'est pas qu'il hallucine, mais en fait il va un peu trop loin, un peu plus loin que la réponse. Vacations non dédiées. Et donc là, il suppose qu'il peut y avoir des problèmes logistiques. Donc voilà, il reste vague, des problèmes logistiques. Hop, remonte. Ouais, Problèmes logistiques tels que difficulté à préparer la salle d'opération. Donc voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure en amont, c'est qu'il nous sort des trucs un peu tarte à la crème qui sont en fait assez généralistes, qui sont pas faux, mais en fait, si la phrase est belle, ben, on se laisse porter, et puis voilà. Mais là, en fait, il n'identifie pas une cause racine, parce qu'en fait, avoir une cause racine, c'est un travail bien plus complexe que uniquement en fait, un message qu'on envoie à une IA. Donc, il parle en fait de problèmes de coordination aussi, très bien, descend. OK. Donc là, en fait, il nous dit ce qu'il faut encore une fois donc, faire sur le plan méthodologique. Il n'analyse pas ce qu'il pourrait voir en fait sur le rapport ou le tableau de bord. Donc, je te laisse finir sur ta partie par rapport en fait. Effectivement, comme Charles vient de dire, on identifie que les limites du bot actuelles, déjà, c'est une impossibilité d'identifier les causes du retard au démarrage, par le simple fait qu'il n'a pas accès à ces informations de chaque utilisateur, de chaque bloc opératoire. Mais il a une difficulté surtout d'interprétation de situations spécifiques. Donc, en fin de compte, il n'est pas du tout adapté pour ce genre de choses. Et la solution qu'on propose derrière tout ça, donc Charlie va vous en parler un peu plus en détail, c'est de développer une autre architecture IA capable de faire ces actions-là à l'aide en import au début d'un rapport ou de tableau de bord réalisé grâce au logiciel Performance Block. Alors, c'est pas forcément la solution que je propose, en tout cas, c'est la solution qu'on a construite, qui peut être utilisée ou non. Je vous expliquerai en fait, je vous donnerai mon avis définitif en conclusion. Donc, je t'invite à aller sur le robot qu'on a fait. Et donc, en fait, voilà, on verra si c'est à ce point nécessaire d'avoir de l'IA pour analyser ou pas. Et donc là, on arrive sur le cœur de la machine analyse. Et donc là, le principe de ce robot, ce qu'on a demandé au robot, c'est de se cadrer dans une démarche d'amélioration et de gestion de projet global. Donc, il y a collecter l'information qui est déjà prise en charge, produire l'information qui est déjà prise en charge en fait avec Performance Block. Là, en fait, on va lui pousser des rapports types qu'on a conçus sur la plateforme et on va lui demander d'analyser dans un premier temps, de ressortir les 3 dysfonctionnements clés tu peux lancer, les 3 principaux dysfonctionnements clés. On aurait pu dire un seul dysfonctionnement clé, le principal, ou 10, ou 20, ou ce qu'on voulait. On aurait pu lui donner différentes consignes. Là, ma consigne, c'était les 3 principaux dysfonctionnements. Et en fait, après, derrière, de pouvoir solliciter dans le cadre de la gouvernance, et je vous montrerai en fait un tableau. Il aurait fallu que je fasse avant, on a oublié. Il aurait donc un tableau dans lequel, en fait, finalement, on a compilé toute la base de connaissances. Donc, en fait, je vais vous expliquer à l'oral. De toute façon, vous montrer, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, j'ai créé une base de connaissances avec un document qui s'appelle la Bible. Donc, dans ma Bible, en fait, j'ai toutes les informations méthodologiques de calcul et j'ai tous les principes, en fait, clés de prise de décision et d'analyse de rapports et tableaux de bord. Un document que j'ai conçu qui fait une 50aine de pages. Donc, en fait, costaud, mais pas tant que ça. À côté de ça, j'ai une Bible qui est relative à la gouvernance et à la prise de décision.
comment est-ce qu'on fait pour partager l'information et qui est-ce qui doit être sollicité. J'ai créé aussi en parallèle un énorme tableau de bord dans lequel j'ai compilé tous les indicateurs et j'ai expliqué que cet indicateur doit être consommé en priorité par cette personne-là, que l'autre personne, en fait, sera susceptible de l'aider pour identifier les causes racines, que face à cet indicateur, voici la liste de questions qu'on peut se poser pour identifier la cause racine. Et donc, les causes racines, en fait, il y a un peu de méthode, et là, c'est pas de l'IA, c'est échanger entre les acteurs du bloc opératoire. On va faire de l'Ishikawa ou alors travailler simplement sur la méthode des 5 pourquoi pour remonter, en fait, à la cause racine. Si j'ai des fins précoces, pourquoi? En fait, en bout de chaîne, en remontant la plot, on va identifier que c'est un problème de programmation, que c'est un problème de stérilisation, que c'est un problème. Enfin, l'idée, c'est d'identifier la cause racine. On vous montrera ce tableau par la suite. Donc, en fait, c'est un énorme tableau où il y a des indicateurs, des tâches, des gestionnaires de tâches, des rôles, des prises de décision, des questions clés en fait à poser, etc., qu'on a poussé dans la plateforme, plus en fait d'autres documents méthodologiques afin que voilà, qu'ils soient vraiment orientés et surtout qu'il n'aille pas chercher de l'information sur le web, auquel cas en fait là il va se disperser et nous proposer en fait tout et n'importe quoi et entre autres des choses sur lesquelles en fait nous on est relativement, on va dire, opposés méthodologiquement. Donc on avait un rapport, donc c'était un rapport en fait d'opérateur tout simplement, de docteur Alice. Ce rapport en fait, on pousse ce qu'on veut comme rapport, que ce rapport soit extrêmement exhaustif et avec un forage très fin ou finalement un peu vague et très macro, c'est pas grave parce qu'en fait, nous, on a guidé notre robot en lui disant si jamais tu n'as pas assez d'informations précises pour rentrer en fait de façon pointue dans le détail, note les forages qu'il faudra faire de façon supplémentaire sur notre solution de BI ou d'une autre manière pour aller à la cause racine et identifier, circonscrire le problème réel. Si je parle de fin précoce, par exemple, et que j'ai fait des fins précoces, un tableau de fin précoce sur le mois, je ne vais pas savoir tout de suite si c'est tous les jours que je suis en fin précoce ou si c'est que les lundis, ou si c'est un lundi sur 2, ou un lundi sur 4, ou si c'est parfois en fait une fin précoce de 5 minutes et parfois en fait de 3 heures. Donc toutes ces informations, on les a quoi qu'il en soit sur la solution de BI. Donc en fait, le bot, le robot nous dira en fait quelle configuration faire si possible. Et donc en fait, à l'usage, à terme, eh ben, vous créerez des rapports et des tableaux de bord peut-être extrêmement importants, avec beaucoup trop d'informations pour qu'on ait envie de se plonger dedans. Mais par contre, en fait, l'IA, elle, va adorer se plonger en fait, dans un document de 40 pages qui serait illisible pour nous en fait, et qui ne nous intéresserait pas. Donc là, on a poussé dans la plateforme. Et donc là, on a volontairement gardé, je t'invite à dérouler un petit peu, on a volontairement gardé un regard sur ce qu'il nous propose. On pourrait très bien en fait faire en sorte que tout de suite, il génère un mail à envoyer en fait à la personne concernée. Donc là, il nous propose en fait un contexte. On lui a demandé en fait de prioriser. Il va prioriser sur voilà donc des aspects méthodologiques que nous en fait qu'on garantit. Donc le TAR, le TOV et le TAV. Donc on reste dessus 2 secondes. Le TAR, c'est le taux d'activité de tes ressources. Est-ce que j'ai trop ou trop peu utilisé mes ressources paramédicales? Donc là, je suis à 56%. Donc ça veut dire que si sur le mois, j'avais 100 heures d'équipe paramédicale qui travaillait avec moi, j'en ai utilisé que 56. Donc ça veut dire que j'ai la moitié du temps de mes équipes paramédicales qui ne sont pas mobilisées avec moi. Le taux d'occupation des vacations, la borne 8h, 18h. Est-ce que j'ai travaillé durant cette borne 8h, 18h? Oui, j'ai travaillé durant cette borne 8h, 18h, mais uniquement à hauteur de 54%. Qu'on met des gens en perspective avec le taux d'activité ressources, qui est à peu près en fait équivalent, ça veut dire que j'utilise pas toute ma borne, j'ai des temps productifs, démarrage tardif, fin précoce et temps interpatient, et où, on ne sait pas encore, a priori, il a déjà indiqué que c'était plutôt des fins précoces, et il me signifie que j'ai un taux d'activité en vacation de 95%, donc que je travaille bel et bien majoritairement dans ma borne. Donc mon problème, c'est temps improductif, c'est pas en fait des débordements. Donc ça, en fait, il l'a analysé, il l'a compris. Et donc, il me propose en fait une priorité. Et donc là, on voit une ligne qui s'appelle 10-2023, 12 Alice 001. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'on lui a demandé de créer un identifiant pour faire un suivi de gestion de projet, pour faire un suivi de prise de décision. Donc cette information-là sera poussée par la suite on pourrait très bien imaginer en fait une capsule en performance block ou dans un drive en fait partagé ou dans un tableau Excel pour ce échange par mail, peu importe, tout est un outil de gestion de projet. Quoi qu'il en soit, on a créé un identifiant pour pouvoir suivre cette action. Et donc là, il nous dit sous-utilisation récurrente du TVA opérateur portée surtout par des fins précoces. OK. Donc il nous quantifie tout ça, c'est ce qu'on lui demandait. Hop, on a les chiffres, très bien. Il nous trouve une priorité 2. Donc, des vacations vides, en fait, non négligeables. Donc, on est à 10,6% de taux de TVO vide. Donc, en fait,
Quoi qu'il en soit, même si ça avait été 2%, c'est trop. Faut que les TVO vides, il en faut 0. C'est en fait pour moi en fait, voilà, un gros problème juste de communication. Et donc là, il va commencer en fait à dire vers qui adresser et qu'est-ce qu'il faudra adresser comme information. Donc là, il nous donne des signaux dégradés non prioritaires. Démarrage tardif à 0,1%, effectivement, c'est pas un sujet, etc. Donc il les évoque quand même. Donc là, moi, comme je racontais, il continue à nous laisser en fait de l'information. À terme, on pourrait très bien s'épargner ça. Les vases communicants, est-ce que finalement je peux faire des transferts d'activité? Donc voilà, ça ne montre pas de receveur potentiel parce qu'effectivement, c'était un rapport uniquement opérateur. On continue. Les forages recommandés. Donc voilà, il nous dit effectivement qu'on va devoir aller en fait sur des axes, des indicateurs des axes et des séries supplémentaires si on veut pouvoir affiner la question. On peut continuer. Donc en fait, pour chacun des dysfonctionnements. Il nous met une petite alerte sur ce quoi il ne faut pas conclure. Et donc, une fois qu'on a ça, comme je vous racontais, l'idée derrière, c'est de partager l'information pour faire en sorte qu'on ait une gestion de projet qui soit en adéquation avec, avec la gouvernance. Donc finalement, toute l'information qui a été créée ici, je lui fais confiance ou je cherche à la modifier, peu importe, mais a priori, on a fait un outil qui est robuste. Je fais confiance à cette information. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un énorme tableau Excel dans lequel j'ai mis des gestionnaire de tâches et des tâches. Et donc, on a alimenté le robot pour lui dire, il s'agit de tel sujet, donc il faudra communiquer ce sujet à telle personne qui, elle, devra traiter ce sujet pour identifier les causes racines, pour qu'en bout de chaîne, on puisse faire du data storytelling et prendre des décisions. Donc, il nous fait encore une synthèse et il nous prépare des mails. Donc là, pour la présentation, on a fait le choix de rester uniquement sur des emails prêts à envoyer, donc des copier-coller où finalement on garde l'objet qu'on va copier en objet et le corps de texte qu'on garde en corps de texte. Donc là, de la même manière, il fait des mails un peu longs parce qu'on a fait le choix aujourd'hui de laisser en fait beaucoup d'informations pour savoir de quoi on parlait. Mais on pourrait très bien créer un agent qui finalement se connecterait directement à la boîte mail pour rédiger ce mail dans la boîte et envoyer avec ou sans validation à la personne, au destinataire. Donc là, de destinataire, c'est uniquement marqué responsable cellule de programmation, parce que pour mon exemple, j'ai poussé un tableau Excel qui n'avait ni nom, ni prénom, ni email. Si dans votre tableau que vous poussez en base de connaissances, vous avez l'email, tout d'un coup, en fait, il va pouvoir faire ça de manière automatique ou pas. Après, je ne sais pas si c'est très pertinent de faire de manière automatique, mais c'est faisable. Et donc, la personne va recevoir le mail en disant on a un problème de fin précoce avec le docteur Alice. Voilà quelques questions à instruire. Ces questions ne sont pas limitatives, ces questions ne sont même pas forcément en fait celles que la personne est obligée de poser, mais en tout cas, c'est une trame qui peut l'aider en fait à identifier les causes racines. Et donc, cette personne reçoit le mail, fait le travail, elle va reprendre l'identifiant dysfonctionnement 2023 12 Alice, etc., etc., 001, pour finalement arriver sur un document. Je vais partager à mon tour mon écran. Tu reprendras la main après. Hop. Donc là, en fait, je suis sur un tableau. Peu importe le format, ça pourrait être sur Performance Block, ça pourrait être sur n'importe quoi. Donc, je vous explique déjà la méthode des 5 pourquoi. Donc, en fait, voilà, il faut que la personne qui soit en charge de ce dossier-là, là, en fait, on peut difficilement faire tourner de l'IA pour identifier la cause racine, parce qu'en fait, ces informations ne sont pas forcément structurées, elles ne sont pas forcément faites noter quelque part, ou il n'y a pas forcément d'interopérabilité. Peut-être qu'à terme, ça sera le cas, mais quoi qu'il en soit, en fait, il faut qu'on échange avec des acteurs du bloc opératoire. Il faut échanger avec le cadre en charge de la ST, le cadre en charge de la pharma, le cadre en charge en fait du brancardage, par exemple. Il faut en fait, il y a différents acteurs qu'on va devoir solliciter. Et donc voilà, la première question, c'est pourquoi est-ce que ça s'est mis trop tôt? Parce que c'est pas assez rempli. Pourquoi ça c'est pas assez rempli? Parce qu'en fait, voilà, à J-7 ou J-3, on n'a pas complété ou ajusté. Voilà, pourquoi? Ce qui nous permet en fait en définitive d'avoir donc l'ID dysfonctionnement, d'avoir en fait les différentes tâches qui ont été en fait poussées. On a une cause racine qui est détaillée ici, et en fait derrière cette cause racine, on va envisager des solutions. Ces solutions, on pourrait les faire tourner sur l'IA, mais en fait il y a un moment où on devient vraiment feignant et en fait on fait quand même plus grand chose. Et voilà, enfin l'idée, si on se pose des questions, je pense qu'on peut trouver les réponses. Donc là pour le coup, on va définir un seuil minimal de remplissage à J-7 ou J-3 qui va déclencher une alerte, par exemple. Si ce n'est pas rempli, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe ma vacation en fait 3 heures avant? Est-ce que je l'affecte à quelqu'un d'autre? Est-ce que je pénalise le chirurgien en disant on ferme tout, on annule tout pour donner à quelqu'un d'autre? Voilà. Il y a différentes solutions qui sont envisagées. J'en propose 1, 2 et 3. Et en fait, sur cette base-là d'informations, on va encore demander à notre robot
tu vas pouvoir partager ton écran, on va encore demander à notre robot d'aller produire donc, ce qu'on appelle en fait du data storytelling. C'est mets-moi en forme ces informations pour qu'on accouche d'une prise de décision. Donc voilà, j'utilise l'IA cette fois-ci pour, en un claquement de doigts, me proposer en fait une image qui résume tout ça. Le data storytelling, c'est une slide, une idée. Et en fait, on aura vu dans le cadre de la gouvernance et entre autres de ce robot par exemple, que cette slide et cette idée, il faut la présenter en copile, en réunion de régulation ou en conseil de bloc, peu importe. Et donc, ça va me produire en fait une donnée. Donc, pareil, on a conditionné ce robot pour qu'en fait, il y ait une mise en forme particulière. Donc, voilà, là, le travail, en fait, il a été fait, enfin, ça n'a pas été fait de façon sommaire, mais donc, en fait, on aurait pu pousser en fait beaucoup plus loin la réflexion. Après, ça, c'est des choses qui sont très à façon. Et donc, en fait, ça nous a généré un rapport qu'on va récupérer, en fait, je t'en prie. Enfin, pas un rapport, une slide de data storytelling. Je tiens juste à préciser une information ou deux. Effectivement, quand Charlie parle du Excel, dans lequel chaque ligne, en fin de compte, il y a un dysfonctionnement, ça peut être effectivement comme un tableau de bord, enfin, ça peut être comme une mise à jour perpétuelle, où en fin de compte, tous les dysfonctionnements sont sur chaque ligne. Et, et, euh, et en fin de compte, la structure de chaque colonne est respectée par la génération de l'agent gouvernance, qui est le deuxième agent ici. Et en fin de compte, après avoir complété avec les solutions et les causes, on peut envoyer ce tableau de bord dans le data storytelling, qui est un troisième agent qui va générer un PowerPoint. Et en fin de compte, il y a quand même un respect dans la structure de la génération du PowerPoint de quelle colonne va à quel endroit dans la présentation. C'est pas quelque chose où c'est juste un prompt et on espère qu'il fasse un PowerPoint plus ou moins propre. En réalité, aujourd'hui, c'est un prototype, mais il y a quand même un respect de la structure avec certaines choses qui sont déterministes. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut fixer. L'idée, c'est d'avoir une mise en forme qui reste homogène, en fait, mois après mois, et en fait, pour tous les utilisateurs. Et donc, après, oui, il y a des choses qui sont déterministes. Et par contre, vu qu'on a généré un PowerPoint, on a, en définitive, toujours la main dessus pour, en fait, modifier des champs, parce que la phrase, peut-être qu'elle est trop compliquée, ou, enfin, là, a priori, c'est des champs qu'il va récupérer. Mais en fait, voilà, on peut faire des annotations supplémentaires, ajouter ou supprimer, en fait, tout ce qu'on aura envie. Donc, je t'invite à montrer, finalement, ce que ça produit. Donc, en fait, compte, il y a la génération qui se passe en cours. Il faut savoir qu'effectivement, toute cette structure des trois agents, donc on utilise l'IA de manière ponctuelle ici. L'agent 1 et l'agent 2, l'analyse et la gouvernance sont associés, mais on utilise seulement l'agent 3 après avoir rentré des informations de la part du personnel du bloc opératoire. Donc, c'est vraiment l'IA nous accompagne dans tout un processus, mais elle n'est pas utilisée à tout instant. Donc, ça prend un petit peu de temps, les analyses à chaque fois. Sinon, je peux montrer un des rendus qu'on avait déjà fait, mais Oui, bah vas-y, parce qu'on sait que si ça génère. Là, on est déjà à 50 minutes, donc autant. ouais. Donc, je vais vous montrer en fin de compte le résultat en partageant une autre. J'aurais pu garder l'écran. C'est bon, ça. Non, c'est pas là. Si c'est. Donc, on arrive sur un PowerPoint sur lequel, en fait, on a donné comme consigne, voilà, de sortir des titres gnangnan, taux de fin précoce de 30,9%. Là, en fait, on est déjà sur un premier pas d'interprétation. Donc, Alice, enfin, Dr Alice, libère trop tôt ses vacations. Plus de 30 heures de capacité sont donc non consommées. On a mis un attribut préattentif. Voilà, donc en fait, c'est pas forcément le plus joli, mais en fait, voilà, il est assez édifiant. Il y a du rouge, 30,9%. On a quantifié en dessous, donc c'était 30 heures et 35 minutes de capacité qui étaient perdues. On rappelle la période qui a été analysée. Donc là, c'est vacation viscérale en décembre 2023. Donc, une petite première phrase d'interprétation, c'est pas en fait un problème de tension au bloc, mais en fait, voilà, on n'a pas mobilisé finalement donc l'activité face à la vacation qu'on avait. On a parlé d'impact. Alors, c'est peut-être un peu petit pour vous, je ne sais pas à quel point il le voit ou pas. Mais en fait, on a mesuré que sur cette période, donc le troisième trimestre, ça représentait en fait 30 heures de perdu. Donc, compte tenu des durées moyennes de ce médecin-là, ça fait en moyenne 30 interventions. Si on part sur un chiffre médical moyen de 900 euros, ça fait 27 000 euros de chiffre d'affaires médical qui sont perdus. Donc, en fait, pour un DG qui cherche à gratouiller en fait quelques euros, là, en fait, on a sous le sabot donc 27 000 euros théoriques.
On a expliqué donc la cause racine, elle est présentée ici, et on résume en fait nos 3 solutions envisagées. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser cette slide avec une seule idée en conseil de bloc pour finalement en fait prendre une décision. Et donc cette décision, on pourrait partir sur en fait la première en fait solution qu'on a envisagée. Et donc une fois qu'on a pris cette solution-là, on retournerait dans le tableau qu'on avait tout à l'heure. Donc en poussant de manière plus ou moins automatique, avec de l'interop, avec l'IA, avec ce qu'on veut, ou en faisant à la main. À la main, c'est pas si mal que ça. Pour finalement, bah, voilà, dire le résultat qu'on a eu et après créer un tableau de bord avant-après. Et ce tableau de bord avant-après, on pourrait très bien le faire mouliner également si on est feignant et qu'on n'a vraiment plus envie de rien faire du tout dans l'IA pour dire est-ce que c'est mieux ou moins bien. Voilà, sachant que si c'est mieux, on voit bien. Puis si c'est moins bien, bah, ça fait râler vite fait. Donc voilà. Donc, mais on peut toujours faire de l'IA hein, de tous les côtés si on le souhaite. On a fini avec le robot. Je vais reprendre la main sur la fin de la présentation. Bref. Non, je n'ai pas partagé, pardon. Hop. Et donc, je vais aller sur ma conclusion. Et après, donc, j'espère qu'on aura un peu d'échange. On a encore 5 à 10 minutes en ce moment. Donc, je voudrais juste terminer sur un point qui est important. On parle aujourd'hui beaucoup d'IA. C'est normal parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est puissant, c'est impressionnant et ça ouvre de vraies perspectives. On l'utilise tous les jours hein, dans notre quotidien pour faire tout et n'importe quoi, poser des questions cuculapraline ou pour en fait avoir des recettes ou pour challenger en fait des choses sur la prise de décision au bloc opératoire. Pourquoi pas. Mais en fait, il faut garder un petit peu les pieds au sol, les pieds sur terre, parce qu'en fait, comme je vous disais, dans beaucoup de cas, l'algorithmie classique, ça fait déjà très bien le travail. C'est ce qu'on a en fait dans Performance Block quand il va s'agir de corriger les données et d'associer les interventions. Et parfois, l'algorithmie fait même mieux le travail que l'IA. Ça va plus vite, ça va de manière déterministe et avec un coût qui est plus faible, avec une logique qui est tout à fait maîtrisée. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on fait. Et en fait, ça fonctionne bien parce que instantanément, il y a donc l'appairage qui va s'effectuer dès lors en fait qu'on aura lancé. Euh, Nous, quand on parle de contrôle, de cohérence, de règles de métier, de calcul d'indicateur, détection d'atypie, on n'a vraiment pas toujours besoin en fait, d'IA, on a surtout besoin de méthodes, de règles solides et de données en fait, qui seraient bien structurées. Donc nous, c'est ce qu'on fait depuis 12 ans. Donc pour le coup, voilà, on est totalement en fait, décorrélé de besoins d'IA dans ce sens-là. Là où l'IA commence à avoir beaucoup de sens, c'est quand on touche à des processus qui sont plus longs, plus transversaux et finalement plus humains. Là, on l'a vu dans notre exemple, si on veut synthétiser un rapport, si on veut identifier les bons interlocuteurs, préparer un message, aider à diffuser l'information, organiser la recherche, là, en fait, on est sur du processus qui peut être tout à fait valable. Donc, on vous l'a montré, l'IA, ça ne remplace pas la gouvernance, mais par contre, on s'appuie sur une gouvernance qui est déjà écrite, tout bêtement dans un tableau Excel, pour automatiser une partie du partage de l'information. Et donc là, ça devient très intéressant parce que ça décide pas à votre place, mais en fait, ça peut accélérer la coordination autour de la décision. Toutefois, l'IA, bah, ça a un coût aujourd'hui, c'est un coût technique, avec le temps de réponse, avec les traitements, les tokens qui sont utilisés, comme on parlait tout à l'heure de caractères. Bah, voilà, plus on va mettre de tokens, plus ça va coûter cher. On se rend compte actuellement qu'il y a des PME qui se retrouvent avec des factures assez impressionnantes parce qu'ils n'avaient pas quantifié correctement le nombre de tokens à utiliser. Et puis en fait, il faut vérifier quand même tout ce qui est produit. Et puis c'est un coût méthodologique parce que l'IA, bah, quand c'est mal cadré, ça peut très vite produire quelque chose qui est convaincant mais qui est faux. C'est ce que je vous expliquais en introduction. Donc, pour résumer, tout ce que je vous ai montré depuis le début, en fait, tout ce que je vais montrer en fait, avec l'IA, avec les robots, je sais le faire tout seul. Tout ce que j'ai montré avec l'algorithmie, donc dans la correction des erreurs, ça, je ne sais pas le faire tout seul. J'ai besoin en fait du soutien de mon système expert pour le faire en fait simplement, sans me casser les yeux sur un tableau Excel et sans en fait rater la moindre chose. Tout le reste, l'analyse des données, je sais faire, je sais regarder mes 3 indicateurs clés, rentrer dans un fonctionnement ou un dysfonctionnement, je sais produire des rapports, des tableaux de bord, je sais en fait faire du data storytelling, je sais en fait solliciter en fait telle personne pour identifier la cause racine, je sais créer en fait un document pour le présenter en conseil de bloc ou en copile. Donc, l'IA, ça me permet, oui, d'aller plus vite, ça peut centraliser certaines tâches, ça peut fluidifier la coordination, ça peut rendre la démarche plus simple à tenir dans le temps. Mais finalement, ça ne remplacera jamais en fait, le point qui est le plus important en fait, en bout de chaîne, c'est l'action. Parce qu'en fait, avec ou sans IA, s'il n'y a personne pour trancher une décision et en fait, la mettre en place après un copil ou un conseil de bloc, en fait, on aura
des beaux chiffres, juste ou faux, peu importe, des beaux graphiques, voilà, avec de la couleur ou pas, ou ci ou ça, des tableaux. Mais en fait, s'il n'y a pas de prise de décision, quoi qu'il en soit, en fait, ça ne changera pas grand-chose. Donc, c'était un atelier pour montrer que l'IA peut faire beaucoup de choses. Ça peut faire gagner réellement du temps. Moi, je vous invite à l'utiliser sur des processus si vous le souhaitez, d'utiliser notre solution pour vous garantir des données qui sont fiables. Et sans quoi, en fait, voilà, vous aurez finalement des comptes rendus qui seront faux avec des décisions qui seront fausses également. Je vais arrêter le partage de mon écran. Et puis, on est en mode attente. Si vous souhaitez en fait nous poser des questions, je vérifie qu'il y a eu. Non, il n'y a rien du tout. Donc, pardon? Oui. Faire des retours par mail pour mieux comprendre vos besoins aussi dans tous les. Où est-ce que l'IA pourrait vous aider si vous avez des idées, parce que derrière tout ça, c'est aussi montrer que Datamento prend en compte le fait que l'IA nous permet d'aller plus vite sur certaines choses, mais comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'on peut aider en fin de compte les clients dans ça. Et donc, vraiment, si vous avez des retours, ça permet aussi nous derrière de construire, de mieux comprendre et de construire des architectures qui prennent mieux en compte les cas particuliers, les difficultés. Ça nous évitera d'extrapoler en fait sur vos besoins, en fait de travailler vraiment avec les besoins réels du bloc opératoire, enfin en tout cas des acteurs du bloc opératoire, voilà. D'avoir les bons inputs. Donc on est là, c'est 14h57, on avait prévu de finir à 15h, on a 3 minutes ou plus, on n'est pas pris par le temps derrière. On n'a pas prévu de faire un squash non plus, mais en fait, on n'est pas pris, on vous attend si vous avez des questions. Ou ne serait-ce que pour nous dire que c'était fantastique, si vous avez trouvé ça fantastique. Donc on attend encore une petite minute et puis de toute façon en vous déconnectant, vous aurez la possibilité donc, de prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me solliciter par mail, par téléphone, sur LinkedIn. Le mail c'est charlet.chauvin@datamento.com, donc charlet charley.chauvin @datamento.com. Je vous redonne vite fait tout ça. Hop. C'est ici. Et puis, on va partager ça aussi. Pour ceux qui souhaiteraient prendre rendez-vous, je vous mets dans l'onglet conversation mon agenda. Voilà, donc charles.chauvin@datamento.com, 06 84 09 17 70. Vous avez tout ici. Et vous avez mon agenda dans questions-réponses. Et je vérifie qu'on n'a pas plus de questions depuis tout à l'heure. Toujours pas. Dommage. Bah non, c'est juste que c'était certainement très très bien. Voilà, on reste à votre disposition par la suite et puis on va raccrocher. Le replay sera disponible d'ici quelques minutes dans vos boîtes mail. Je vous remercie. À bientôt. Faut que je quitte aussi.